Bonjour, je suis Lou Ken, imaginologue, et voici mon index ABC. Un imaginologue, c'est un spécialiste de l'imaginaire. C'est la personne qui va vous permettre de rentrer dans votre monde imaginaire et de l'apprivoiser. Toute personne qui a une problématique particulière, ou plutôt qui a un désir de réaliser ses rêves et qui n'y arrive pas, va faire appel à un imaginologue. Et je pense que tout le monde peut faire appel à nous parce qu'on va travailler sur l'amour de soi. C'est la base, et n'importe qui, que ce soit le particulier, l'entreprise, peut faire appel à un imaginologue pour développer une créativité imaginaire. Les trois mots qui peuvent me caractériser, c'est l'humour, l'imagination et la créativité. Merci d'être avec nous et bienvenue pour ce nouvel index et nouveau portrait. Le plaisir d'accueillir des expatriés. Un expatrié, voilà, celui qui a décidé de s'installer chez nos amis espagnols. Et il se sent bien là-bas au travers et au cœur de son imaginaire, de son imagination. Lou Ken est là. Bonjour Lou Ken. Bonjour. Je suis ravi de vous accueillir sur ce plateau, ravi de parler de votre expertise. Merci de m'accueillir. Et ravi de supporter le parisianisme. J'ai cru comprendre que c'était pas simple. Bon, vous êtes bien en Espagne. Ah, merveilleux, il y a une charge mentale quasi inexistante. Ouais. Et du coup, propice à l'imaginaire. Et au développement de l'imaginaire. Et au développement de l'imaginaire. Alors, le principe de l'index, c'est de retracer évidemment nos parcours de vie, de voir un petit peu de quelle manière vous en êtes arrivé à cette expertise aujourd'hui, ce qui vous a conduit, est-ce qu'il y a des étapes dans votre vie qui ont été marquantes au point de vouloir développer. Mais j'ai l'impression que vous avez eu 1000 vies. C'est ce qu'on me dit. 1000 vies professionnelles. Ouais. Parce que alors qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez fait instituteur spécialisé, acteur, coach, hypnothérapeute, master coach, maître praticien avec la PNL que tout le monde connaît, etc. Non, je t'ai plus, la coupe est pleine. Et aujourd'hui, comment est-ce que vous vous définissez? Je me définis vraiment comme un imaginologue. Il n'existe pas. Hein. J'ai épuré. Ben, il existe pour nous, on a déposé, etc. Il y a aujourd'hui des imaginologues en France. C'est ça qui est incroyable. Ouais. Il y a des cabinets d'imaginologie qui existent. Je pense que j'ai épuré tout ce que j'ai fait. J'ai une grande pratique du développement personnel, puis j'ai trié, j'ai pris l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est notre pouvoir d'imaginer. C'est moi qui l'ai inventé. Einstein l'a dit, et puis d'autres grands l'ont dit. Et c'est surtout mon parcours d'instituteur qui m'a amené à ça. Tiens donc. Comment les enfants arrivent à cette résilience? L'enfant, c'est l'être le plus résilient qui soit. Ouais. Il peut avoir les pires des problèmes. Si on lui donne, attention, si on lui donne un environnement propice à imaginer et à jouer, il va régler ses problèmes. Ouais. Peut-être que cet imaginaire, justement, pour ces enfants nouvelle génération, il est peut-être un peu frustré dans le sens où les tablettes n'aident pas à cet imaginaire, ou pas. Peut-être qu'il y a, de la part des parents, des adultes, une telle pression sociale. Ils ont tellement peur que leurs enfants ne réussissent pas, on ne laisse pas un enfant s'ennuyer. Or, l'enfant, lorsqu'il s'ennuie, va créer, va imaginer et va progresser. Quel est le delta entre le moment où votre époque d'instituteur vous permet d'arriver aujourd'hui à cette fonction d'imaginologue? C'est vraiment... Alors, je ne me suis pas arrêté en tant qu'instituteur, c'est qu'après, j'ai eu des expériences en tant qu'acteur, j'ai eu des résidences artistiques avec des adolescents. Ouais. Et j'ai toujours fait en sorte que l'art, tout ce qui est artistique et tout ce qui est imaginaire soit au service de la croissance personnelle de l'individu. Ouais. Il y a une donnée essentielle, c'est que l'être humain ne s'aime pas. Vous pouvez prendre le problème de toutes les manières, dans toutes les thérapies qui soient, on va chercher plein de trucs, des machins. Non. Le problème essentiel, c'est « je ne m'aime pas ». Alors c'est facile de dire « oui, tu te regardes dans le miroir, etc. » C'est un processus plus long, et nous, on va y arriver par l'imaginaire. Mon monde imaginaire, si je le travaille, si je le façonne à ma main, on va dire, va me permettre de m'épanouir à l'intérieur. Et on va avoir des répercussions dans la quotidienneté ordinaire. Ce qui est vraiment fascinant dans ce que vous dites, c'est que justement l'imaginaire de nos enfants aujourd'hui, et c'est ce qui vous a permis d'arriver à l'expertise que vous avez aujourd'hui, j'ai l'impression que votre technique, votre méthodologie, elle s'adresse aussi bien aux parents qu'aux enfants. On pourrait?
nous travaillons avec les enfants en imaginologie, hein, on a des méthodes enfants, on va toujours travailler aussi avec le parent. Avec le parent. L'angoisse de séparation, un enfant qui ne veut pas aller à l'école, etc., elle ne vient pas de l'enfant. Qu'est-ce qui la génère inconsciemment? C'est la maman. Donc on va devoir travailler avec la maman sur son imaginaire, c'est pareil. Et voir les animaux, des tas de choses, etc. Ça va générer, parce qu'on travaille sur des archétypes universels, et la maman va aller mieux, va être beaucoup plus apaisée, et du coup, elle va pouvoir laisser son enfant aller à l'école. Et l'enfant, voyant sa maman aller mieux, qui lui-même a fait son petit travail, il a sa petite pierre de confiance avec son animal totem, etc., il est joyeux d'aller à l'école et tout va bien. Ouais. Alors, on va voir la méthodologie, mais d'abord, ce qui est intéressant, c'est votre parcours de vie. Et ça, ce parcours de vie, il y a des dates importantes comme l'année 2009, on va y revenir, qui a été quand même évidemment traumatisante et a expliqué sans doute des virages comme ça que vous avez voulu prendre dans votre vie. Qui était l'enfant Louken? L'enfant Louken, c'est un enfant choyé par sa grand-mère. Femme importante dans ma vie. Ouais. Votre mentor, hein, vous dites. Ah, c'est mon mentor. Ouais. C'est mon mentor, mamie. C'est... J'ai un petit peu beau, d'émotion. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Parce que c'est la liberté de créer. C'est fait du théâtre. C'est elle qui vous incite à faire ça? Bien sûr. Ouais. J'habitais chez elle. Elle a dit à mes parents, écoute, il va venir. Elle habitait en ville à Amiens. Et elle dit, il va venir chez moi. Parce qu'il y a une compagnie de théâtre en bas. Cette compagnie m'a amené à faire le conservatoire, etc., etc. Elle nous a amené le chocolat chaud. Et toujours joueuse. C'est elle qui m'a amené au premier spectacle d'hypnose, Dominique Webb, une star. Je me souviens très bien. Et donc elle m'a amené à ça. Et elle m'a amené aussi à des spectacles de catch. Et le catch, c'est quoi? C'est du jeu, c'est du cinéma. Qu'est-ce qu'elle faisait dans la vie? Alors, elle a fait plein de trucs. Elle a été bouchère. Elle a été représentante en bouquin, directrice de maison de retraite. Femme dont le mari est mort pendant la guerre, renversée par un camion allemand. Elle a dû se démerder avec une petite fille qui était ma maman. Et elle s'est démerdée au travers de la vie. Ouais. Toujours avec cette joie de vivre. C'est elle qui vous élève donc? Elle m'élève, elle dit à mes parents, je m'en occupe. Ouais, je m'en occupe. Ouais. Donc belle complicité effectivement avec son petit-fils. Et c'est elle qui va vous donner ses premières notions d'imagination, de cultiver son imagination et développer son imagination. Ouais. Parce qu'elle était tout le temps, ne serait-ce que dans la cuisine. On va parler d'imagination et de créativité. Tiens, on va faire un coq au Riesling. Allez, on va chercher des trucs, etc. Je dis, attends, on va rajouter un truc là, etc. Et c'est ça aussi l'imagination. C'est comment je développe des choses qui ne sont pas toujours dans les clous, mais pour arriver à un résultat qui est défini au départ. 2009? Alors 2009, c'est... ça s'arrête. Je prends trop de boulot, je suis comédien à l'époque. Je dis oui à tout le monde, je vais être gentil, bien sûr. Et puis je regarde mon écran du Mac, là, et puis mon agenda, je commençais à 8h, je terminais à 23h. Je ne mangeais pas le midi, je ne mangeais pas le soir. Je n'avais pas de week-end. Là, j'ai eu un choc électrique dans la tête, j'ai perdu la vue d'un œil, je me suis écroulé. AVC. AVC. Lit d'hôpital. Mon voisin de lit meurt dans la nuit. Il a eu la même chose, je le regarde dans la télé. Je suis là. Bon. Alors j'ai eu la chance, j'avais été enseignant spécialisé en hôpital et j'enseignais aux infirmières justement sur le rapport à l'autre. Donc j'étais très entouré à l'hôpital. Et puis j'ai dit, bon, il faut que je sorte. Sauf que je n'arrivais pas à tenir une conversation à deux personnes. Ouais, c'est ça. Et là, tout s'est arrêté. Tout s'est arrêté, je faisais une mise en scène avec une jeune comédienne, etc. Et je n'étais pas capable. Donc je me suis fait insulter. Mais tu ne comprends pas, je suis important, tous les égos, etc. Et là, je ne peux pas. Je m'excusais encore. Mais là, j'ai dit, c'est plus possible. Tu ne peux pas continuer cette vie en disant oui à tout le monde et en te négligeant. Et alors, il y a bien sûr l'hypnose, il y a Milton Erickson qui a remarché grâce aussi à son imaginaire en modélisant. J'ai pris ça parce que j'étais formé déjà à l'hypnose et du coup, j'ai dit, tiens, on va faire ça. Et puis, j'ai commencé à imaginer autrement et à imaginer ma vie autrement surtout. Et ça a été un gros déclic. C'est toujours l'intention positive de ce qui vous arrive dans la vie. Ça m'a permis de dire, allez, ce métier de comédien, c'est bien. J'ai tourné un dernier film au Maroc pour ce que je l'avais dit, la parole donnée. Puis après, j'ai dit, OK, fais autre chose. Là. Commence à faire autre chose. Et j'ai commencé à travailler dans l'entreprise sur des méthodes de coaching grâce à l'imaginaire. Ça, c'est tout mon métier d'instit. Ça, c'est ma maman, institutrice en maternelle, la pâte à modeler, etc. Et de mettre tout ça en relation, les cartes à jouer, etc. Et de dire, on peut faire quelque chose de bien. Alors, quand on le présente comme ça, Louis, il y a un côté très abstrait. Parce qu'on se dit, travaille ton imaginaire, cultive ton imaginaire. Et c'est là où on se dit, on a très clairement besoin d'un accompagnement. Parce que comment est-ce qu'on met ça concrètement en application? Alors, la première chose, c'est que les gens qui viennent vous voir disent, moi, je n'ai pas d'imaginaire. Je n'ai pas d'imagination. Moi, je ne suis pas fort en imagination. Tout le monde l'est. Mais tout le monde est. Nous sommes des êtres créatifs. Pourquoi?
Un bébé, ça se casse la figure 2000 fois avant de marcher. On a bien inventé et imaginé des manières d'avoir des postures pour aujourd'hui se tenir debout. Sinon, on serait un peuple de vers de terre, je serais arrivé ici en roulant sur moi-même. Donc, nous sommes des êtres créatifs, imaginatifs. C'est très simple. On va utiliser le conditionnel. Je veux dire, tiens, imagine un arbre. Comment il serait cet arbre-là si tu pouvais l'imaginer? On commence toujours par l'arbre. Et là, la personne va dire, comment il serait? Est-ce qu'il aurait un gros tronc? Est-ce qu'il aurait des feuilles, pas de feuilles, etc. Oh, mais il aurait un gros tronc, puis une petite feuille. La personne est déjà rentrée dans son imaginaire. Elle ne s'en rend pas compte. Et là, on va explorer. On va la faire rentrer dans l'arbre, on va lui montrer un château. Et c'est toujours le même principe, on va améliorer. Et ça, c'est le monde onirique, c'est le monde des Amérindiens. C'est comme ça que les Amérindiens travaillent. Ils ont ce truc, tout doit être beau, tout est esprit. On doit tout améliorer. Et en faisant ça, et quand je me dépasse dans mon imaginaire, ça a un effet immédiat sur la réalité quotidienne. Extraordinaire. Ça, c'est fou. C'est-à-dire que quand vous allez coacher quelqu'un, vous allez lui demander de se projeter dans son imaginaire pour qu'il crée sa réalité ensuite, concrètement, dans sa vie de tous les jours. C'est-à-dire qu'il projette ses désirs, ses envies, ses souhaits, qui vont ensuite se concrétiser dans sa vie de tous les jours. On va toujours parler d'un rêve réalisé, on appelle ça le rêve réalisé, le RR, qui est plus fort qu'un objectif. Un objectif, les gens peuvent le rater. Ah, j'avais l'objectif d'avoir mon bac, je l'ai raté, j'ai l'objectif machin. Donc l'objectif en lui, déjà, quand on dit objectif, ça génère déjà peut-être un échec. C'est pour ça qu'on a... La langue est importante, hein, le langage est important. Les mots sont importants. C'est tellement important. Ouais, ça crée une réalité. Bien sûr, bien sûr. Et donc le rêve, tout le monde rêve, tout le monde est capable de rêver. Le rêve réalisé. Qu'est-ce que tu veux pour toi? Je demande à mon client, qu'est-ce que tu veux pour toi? Ah ben, je veux plus être stressé. Ok, ça c'est bien, mais c'est quand que tu n'es pas stressé, toi? Ah ben c'est quand j'étais en vacances, là, je ne suis pas stressé. Comment t'es quand t'es comme ça? Et là, on arrive à définir le rêve réalisé très simple, avec un langage d'enfant. Je souris, je respire, je suis bien, avec des verbes d'action. Je cours sur la plage, etc. C'est ça que tu veux pour toi? Oui. Ok, ça on va le symboliser. On va faire un petit dessin. Toc, toc. On parle là-dessus. Tu regardes bien ton dessin? Ok, ferme les paupières. Imagine un arbre. Comment il est cet arbre-là? L'arbre, c'est la représentation de soi-même dans les archétypes de Jung. Il va travailler sur lui, sur sa confiance en lui. Après ça, on va couper les liens avec tout ce qui nous emmerde dans la vie. Les parents, les machins, etc. Parce que tant que je suis enchaîné, je ne peux rien faire, je ne peux pas passer à l'action. Et on va développer, en fonction de son rêve réalisé, des tas d'archétypes. On a 200, 300 techniques à peu près. Extraordinaire. Un adolescent qui ne va pas bien, qui a un désir, par exemple, qui ne va pas bien. Un adolescent, le cerveau se développe, on a chez l'adolescent le cerveau limbique qui est très développé, d'où les conduites à risque, parce que le cortex préfrontal n'est pas construit avant 24 ans. Il n'est pas formé. Donc, il va prendre son vélo, faire n'importe quoi, etc. Et il est à la recherche d'individuation, de bouffer le monde, etc. Mais si on l'emmène vivre des aventures extraordinaires dans son imaginaire, comme se faire avaler par une baleine, échouer sur une plage, se démerder, etc., là, il a des risques. Son imaginaire développe, on sait qu'il n'y a pas de différence entre ce que le cerveau imagine et la réalité. Hein, il y a eu plein d'expériences sur les sportifs de haut niveau, etc. Et bien, à partir du moment où il l'a vécu là, les parents après disent « beaucoup plus calme à la maison. Hein. » Ben oui, ça fait le travail, tout simplement. Ce qui est fantastique aussi, c'est incroyable parce que ça tord le cou à des idées reçues qu'on peut avoir en tant que parent. Il y a beaucoup de parents, moi j'ai entendu plein de parents, notamment dans ma famille, qui disent « Oh là là, mais il est constamment dans son imaginaire, il est constamment sur sa planète, il est ailleurs, il pense à autre chose, il n'est pas avec nous, etc. » Alors que c'est un bienfait. On est d'accord? Laissons les enfants, les adolescents s'ennuyer. Ils ne s'ennuient jamais. Ils construisent. J'ai l'exemple de ce gamin que j'ai accompagné il y a très longtemps dans mon métier d'instituteur, cassé, broyé, violé, etc., pour se réparer lui-même. On pourrait parler de résilience, mais il va aller imaginer. Il écoute un conte, le vilain petit canard, et après il va prendre de la pâte à modeler, il va imaginer. Il va magnifier son petit canard. Et il va bien dans sa vie. Donc ces méthodes, ambiance, pâte à modeler, tout ce que tu préconisais là, on peut les adapter pour les adultes? Bien sûr. Moi, je suis coach aussi en entreprise, et quand je fais de l'imaginologie en entreprise, sur des services, j'amène un pot de pâte à modeler à chacun. Ok, allez, on fait un petit défi, allez, je tire un mot au hasard, grenouille, allez, c'est parti pour 3 minutes. Et tout le monde fait sa grenouille. J'agis dans la matière quand je fais ça. Je suis plus à penser à mes trucs. Puis je commence à détendre, à rigoler, mais mon cerveau est en train de se développer autrement. C'est-à-dire que quand on parle des soft skills, etc., je développe des compétences que j'ai, mais que je ne savais pas que j'avais, grâce à ces petites choses-là. Et après, ça devient un rituel.
C'est-à-dire tous les matins, dans le service comptable de l'entreprise X, c'est « Allez, attention, on fait un petit jeu, ça va prendre 5 minutes, on ne va pas prendre de retard. » On a une boîte à mots et on se marre, etc. Et ça met autre chose. Et quand tout le monde a son petit bonhomme en pâte à modeler, sa petite chose sur son bureau, ça fait marrer les autres, il y a une autre ambiance. Et du coup, on va faire de la cohésion d'équipe et on va réfléchir autrement. Et moi, j'ai aujourd'hui des chefs d'entreprise qui me disent « On a transformé l'entreprise dans la vision. On n'est plus sur une tâche, sur quelque chose de pénible. Ouais. On vient aussi sur autre chose. » Parce que si toutes les personnes avaient développé leur imaginaire, pouvaient s'occuper d'eux-mêmes, commencer à s'aimer eux-mêmes, je vais vous dire, on serait beaucoup plus peinard dans ce monde-là. Hein. Mais c'est ça, c'est ça que je fais. C'est très égoïste. Hein. Quelle est l'approche d'un chef d'entreprise? Parce que j'imagine très bien qu'auprès de ses salariés ou de ses équipes, dire tiens, on va se faire une séance d'imaginologie. Voilà. Comment c'est perçu en général? Avec des rires, avec un... Mais alors, j'aime bien le petit... Ouais. Parce que dans les boîtes, il y a toujours des formations. Il y a toujours... Donc ça va être, et voici le énième consultant, machin, etc. C'est vrai. Sauf que moi, je ne mets pas de veste, je ne mets pas de cravate, machin. J'arrive comme ça parce que j'ai été artiste, parce que j'ai cette facilité un peu d'humour. Et alors les gens, ils regardent, ils sont un peu... Tiens, moi, j'ai des mecs qui me disent, ils m'attendent dans une salle, ils font on ne quittera pas trop tard. Hein. Parce que, d'accord? Ouais, t'inquiète. À 18h30, je suis obligé de les foutre dehors. Parce qu'ils en veulent encore. Je dis, les gars, faut y aller parce que vous n'avez peut-être pas d'amis, machin, mais moi, je vais avoir une vie là quand même, donc il faut y aller. Mais parce qu'on retrouve le plaisir de l'enfance, etc. Alors, c'est abordé, ok, il faut le faire passer quand je sors mes petits jeux de cartes anodins, mes petits personnages schtroumpfs, des petites choses comme ça. Pioche un schtroumpf. Tiens, ou cette carte, c'est quoi? C'est un chien. Qu'est-ce qu'il ferait dans la vie, à ton avis, ce chien-là? Je sais pas, mais si tu savais, il ferait quoi? Il s'entend bien avec son maître. Ouais, et il commence à imaginer la vie du chien. Il imagine, puis il se rend compte qu'il a un pouvoir. Et là, sa posture est complètement autre. J'existe. J'existe pas seulement, je travaille dans l'imprimerie, à imprimer des feuilles ou à relier ou peu importe. J'ai un nouveau pouvoir. Et du coup, mon métier, je vais le faire aussi autrement. Ouais. On verra sur le coaching en particulier, de particulier à particulier, comment est-ce que vous abordez ça. Mais au niveau du chef d'entreprise, qu'est-ce que concrètement ça apporte à son entreprise? Est-ce qu'il y a presque des révélations de personnalité, donc du coup une manière d'absorber le travail qui est demandé différente, donc un impact sur le chiffre d'affaires, le développement de la société? C'est tout ça? C'est tout ça parce qu'on va, si on travaille par exemple sur le leadership, mot à la mode mais réel, je vais par l'imaginaire voir que peut-être le chariste là dans l'entreprise, qui on ne fait pas attention, il a des sacrées idées. Ouais. Et peut-être que dans le comité de pilotage, à un moment donné, parce que je l'ai vécu en entreprise sur des grosses entreprises, où le chariste, il va oser dire, tu sais, le stockage du truc là, si on faisait ça, ça et ça, eh ben on va gagner vachement de temps. C'est la fameuse histoire du mec de chez un dentifrice connu, le chef d'entreprise qui va dans les toilettes, il se lave les mains, et l'homme d'entretien, il fait « Monsieur, je peux vous parler 2 secondes ?» Oui, qu'est-ce que vous allez me dire? Je peux vous faire gagner 20% en plus. Ah bon? Vous pouvez me gagner ça. Et parce que, vous savez, le dentifrice, en fait, on l'étale sur la longueur, on ne garde pas la hauteur. Alors, vous allez réduire un petit peu votre ouverture de tube, on va avoir la même, mais on va ouvrir, pardon, la quantité, ils vont mettre beaucoup plus de dentifrice sur la longueur, et vous allez gagner 20%. Et les dentifrices l'ont fait. Ils ont gagné. Et c'est une histoire vraie, ça? C'est une histoire vraie. Incroyable. Et qu'est-ce qu'il est devenu alors, cet homme de... Oh, ça je sais pas. Peut-être qu'il dirigeait... C'est ça, il est peut-être directeur du marketing, du développement. Mais c'est juste si on laisse... C'est ça. Parce que c'est un pouvoir, l'imaginaire, qu'on n'exploite pas assez. Et si je laisse mes salariés imaginer dans des trainings collectifs, et que je vois quelqu'un qui a des idées mais incroyables, alors qu'il est dans son coin parce qu'il s'éclate, et je vais lui dire, mais dis donc, et peut-être je vais changer de poste, je vais lui demander des avis. Et ça va changer la vie de la boîte. Parce qu'une boîte créative, aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, c'est primordial. Bien sûr. La constante adaptabilité, elle ne vient que par l'imaginaire et la créativité. Ouais. Cet imaginaire et la créativité, ça c'est pour les entreprises. Pour les particuliers, ce coaching-là, vous le mettez en place de la même manière? Bien sûr, nous avons des imaginologues, des cabinets d'imaginologie partout en France, Belgique, on développe la Belgique en ce moment, on développe même l'Amérique du Sud. Quelqu'un vient avec une problématique, quelle qu'elle soit. Mon credo, je l'ai dit tout à l'heure, c'est que la personne ne s'aime pas. On ne peut pas s'aimer dans cette société, mais même dans ce monde. Hein, dans tout le poids, société judéo-chrétienne, etc. De toute façon, on est là que de passage. Mais on ne peut pas se dire ça. Il y a plein de gens, si vous dites,
si vous commencez votre coaching, pardon, mais si vous commencez le coaching en disant votre problème c'est que vous ne vous aimez pas, personne ne va vous dire, Ah mais je le dis pas ça. personne ne va vous dire, ouais effectivement je ne m'aime pas. Vous Non. voyez ce que je veux dire? Alors, moi je le sais. Je vais pas leur dire. Mais toutes les techniques, ne serait-ce que d'aller voir son arbre, ça travaille sur l'amour de soi. Il y a d'autres techniques. On va aller sur la source d'amour, par exemple. On va jamais dire aux gens, à toi, on ne fait jamais de diagnostic. C'est pas possible. La personne vient toujours avec une problématique qu'on va transformer en rêve réalisé et on va l'emmener dans son imaginaire par rapport à ce qu'elle veut réaliser. Mais la problématique majeure dans tout ce qu'on peut rencontrer, c'est que l'être humain ne s'aime pas. Donc, comme il ne s'aime pas, il ne s'estime pas et il n'a pas confiance en lui, c'est qu'il ne passe pas à l'action. Et on revient toujours au même problème. On revient toujours au même problème. De soi, Et voilà. Mais alors, on peut faire tous les trucs, l'enfant intérieur, le machin intérieur. On travaille l'enfant intérieur, mais il faut être joueur. Il faut aller à l'essence même de qui on est. Ce monde autour de nous n'existerait pas sans créativité. Donc, c'est bien ça qu'il faut remettre au goût du jour. Aujourd'hui, je pense que les gens manquent parce qu'il y a des pressions, parce qu'on leur dit qu'ils ne sont pas imaginatifs, etc. Ils font leur truc dans leur coin. Ouais. Ils sont malheureux. Ouais. C'est tout. Mais j'ai le sentiment à vous écouter que même ceux qui se disent déjà créatifs peuvent encore plus améliorer leur créativité. Les artistes. On a beaucoup d'artistes qui viennent nous voir pour aller encore plus loin. Parce que le pouvoir de l'imagination est illimité. Bien sûr. Illimité. Et on découvre, mais c'est fantastique quand on a un client, nous on appelle nos clients, on ne parle pas de patients, on n'est pas... Le client sort et dit « Oh, je ne savais pas que j'étais capable d'imaginer tout ça. » Quand par exemple, il va me raconter, c'est une technique, il y a un RER qui passe, machin, puis il y a des trains, ça fait du bruit, etc. Ah ouais. Et alors qu'est-ce que tu pourrais faire pour éviter ça? Bah, je vais prendre mon bateau volant. Ah ouais, tu pars ton bateau volant, ok. C'est extraordinaire. Et ça, c'est un chef d'entreprise qui me dit ça. Très sérieux, il est avec sa petite veste, machin. Bah, j'ai mon bateau volant, ok. C'est des séances d'1 heure, 1 heure et demie pour arriver à ça, machin. Et là, il dit, alors je mets accroché, puis là je l'enlève, etc. Puis alors tu les mets où? Eh bien, je les mets dans un grand pré où ils vont être contents, ces trains-là, parce qu'il y a des vaches qui les regardent. Wow. Et qu'est-ce que ça dit de lui, ça? Alors, non, on ne fait jamais d'interprétation. Ce que ça dit de lui, c'est que le chef d'entreprise, derrière, il va me téléphoner 3-4 jours après, il va me dire, tu sais quoi, j'ai changé toute l'organisation de ma boîte. Parce qu'au départ, il me dit, tu sais, je vois pas clair, Lou. Il y a un truc là, je suis dans le noir, là, je vois pas, tu sais, je suis un peu coincé dans mes trucs. Et là, il dit, ça y est, j'ai eu l'idée, c'est génial. Je vais faire ça et ça. C'est tout. Qu'est-ce que vous répondez aux personnes? Il y en a beaucoup qui disent ça dans notre entourage. On a tous une personne comme ça qui dit « Mais moi, j'ai trop d'imagination. Je suis trop dans mon... » On n'est jamais trop? Prouve-le-moi. On va faire une balade imaginaire, puis tu vas me le prouver. Et au contraire, les adolescents, par exemple. Moi, je me souviens d'une cliente adolescente qui était friande. Elle voulait faire des séances quasiment tous les jours. Elle me dit « Alors, je reviens quand ?» etc. Déjà, tu vas... Mais elle adorait. Parce que en plus, c'était une artiste, fac d'art, etc. Ça déborde, mais c'est exponentiel. On ne voit jamais la fin. C'est un peu comme la map d'un jeu vidéo, finalement. Il y a des jeux vidéo où soi-disant, il n'y aurait pas de fin. C'est toujours, il y avait des trucs comme Myst, ou je ne sais plus. Mais il y a ces trucs-là, c'est pareil, c'est sans fin. Mais toujours au service d'un rêve réalisé. On ne travaille jamais à vide. Ce qui est intéressant aussi, et je voudrais revenir sur ce que vous avez dit, on ne fait pas de diagnostic. C'est-à-dire que la manière dont on va décrire son imaginaire, il parlait des trains tout à l'heure, il parlait des prés, il parlait de ceci, ça dit quand même quelque chose de lui. C'est une sorte de diagnostic. Ça dit, mais on ne va jamais l'interpréter. Je ferai une erreur de dire, par exemple, si quelqu'un me dit « Ah oui, ben moi, mon arbre, il est tout petit, là, machin. » Je dis « c'est un gars qui a peu d'estime. » Non, ça ne veut rien dire. Quand on est enfant, j'ai une petite anecdote. Moi, mes parents adoraient faire les pique-niques le dimanche. Ils nous emmenaient dans un truc près d'Amiens. Ça s'appelait le Camp César. C'était un oppidum romain, machin. C'était une petite colline, machin. Je partais en expédition, parce que mes parents, après le repas, faisaient sa petite sieste sur la couverture. Voilà. Et je partais avec mon petit sac à dos, 3 biscuits, et je partais à l'aventure. À 20 mètres autour. Ouais, ça durait l'après-midi, c'était un truc incroyable. Puis quand j'étais adulte, je suis revenu, je dis à mon fils, tiens, on va aller voir le Camp César quand j'étais petit, machin. Je regarde la colline, je dis, mais c'est tout pourri. En 3 pages, je le fais. C'est vrai. C'est vraiment incroyable, ça, comment on peut travailler. C'est vrai que l'imaginaire, quand on est gamin, quand on revient sur les lieux des endroits où on a vécu étant petit, on s'en faisait tout un monde quand on était gamin. Et quand on revient sur place, on se dit, c'était ça le truc. C'était ça mon truc. C'est ça. Donc cette méthode imaginologue voilà, cette pratique, elle se développe partout parce que pour le coup, vous n'avez besoin de rien.
À part 3 jeux de cartes, un petit bonhomme, un peu de pâte à modeler, un peu de fauteuils, voilà, et voilà. c'est tranquille. Alors, vous formez des personnes bien sûr, à ça. je forme. On est en train d'installer en France les académies d'imaginologie dans différentes régions. Ouais. Des gens que j'ai formés qui sont très bons et qui développent, etc. Et puis, on développe l'Amérique du Sud. J'ai 2 profs en Amérique du Sud. On développe là. Là, on va développer le Portugal. C'est tout récent. Et puis, l'intention positive, je disais, j'ai eu un petit accident de scooter. J'ai rencontré en Espagne un ostéo qui a une clinique de soins holistiques, etc., avec un médecin qui est en Belgique. Et là, ils veulent développer, on va développer beaucoup la Belgique et on va développer aussi l'Espagne. C'est fantastique. Combien de temps pour être formé, être imaginologue? Une vie, sur la base, c'est 10 jours. C'est très court. C'est 10 jours sur les principes. Mais comme je dis toujours, une journée de formation chez nous, c'est 20 heures à 30 heures de travail personnel derrière. On a les études de cas, on fait travailler et on a surtout une communauté très importante sur les réseaux sociaux, sur Facebook notamment, avec des groupes privés, où c'est toujours le cerveau collectif. On va chercher, on va chercher, on va chercher. J'ai tel cas, qu'est-ce que je pourrais faire? T'as ça, t'as ça. Et peut-être tu peux aller plus loin. Peut-être que le lutin qu'on va chercher, tu sais, dans la technique du lutin, dans l'arc-en-ciel, peut-être que tu pourrais le faire rentrer dans la pyramide et faire ceci. Parce que la pyramide, c'est l'archétype de la guérison. Donc peut-être que tu pourrais aller faire machin. Ah ouais, tiens, c'est pas mal, j'essaye. Et on a un retour immédiatement des séances. Et on évolue comme ça. Est-ce qu'il y a des parents qui n'ont peut-être pas nécessairement envie d'être imaginologues, mais qui veulent avoir cette approche avec leurs enfants? Alors, on est en train de développer, et ça va être dans 15 jours, j'ai un imaginologue qui vient me voir en Espagne, avec sa femme qui est spécialisée sur les troubles du déficit de l'attention et hyperactivité chez les enfants, et on va imaginer là des week-ends, en fait, où on va faire venir les enfants avec leurs parents, sur des techniques particulières avec les réflexes archaïques, etc., avec l'imaginaire, pour qu'on puisse, dans la famille, être un peu plus peinard. Mais on donne toujours, avec les ados, je donne toujours ce que j'appelle des recommandations d'exploration, genre mettre le bâton de parole au sein de la famille, etc., pour que ça vive. Nous, ce qu'on veut, c'est l'autonomie. Un imaginologue va travailler sur 3 séances maximales. Après, c'est retourne chez toi. Les amis, j'en ai plein, j'ai pas besoin de t'avoir dans mon cabinet. L'éducation nationale. Non mais l'éducation nationale, quand on vous entend parler comme ça, avec cette méthodologie, les résultats, etc., on se dit, mais que fait l'éducation nationale? Elle ne prend pas à bras-le-corps cette pratique-là. Se retrouver dans une classe de 35 avec des enfants qui ont des comportements et des caractères tous différents, et en ce moment, c'est la tendance des HPI, des hyper ceci, des hyper cela, allons-y. On a eu les pervers narcissiques. Oui, il y a eu tout le monde. Il y a eu tout le monde. Alors, ça s'entend à ce niveau-là ou pas? Petite confidence. Chez moi en Espagne, j'ai ma petite liste, je le visualise là, sur mon bureau. Lettre à Gabriel Attal. Je vais écrire une lettre à Gabriel Attal. J'ai la chance de connaître un inspecteur général, qui est un de mes amis. Je vais passer par ce biais-là, puis je vais lui proposer. Les cours d'empathie, etc., c'est bien. Allons plus loin. Allons travailler sur l'imaginaire de nos enfants, de nos adolescents, en cohésion avec les enseignants. Je ne dis pas qu'on va former des imaginologues enseignants, mais leur donner des billes, pour qu'ils puissent travailler 1 heure, 2 heures dans leur classe. Au lieu de nous faire des cours de flûte, on pourrait éventuellement faire des cours d'imaginologie. C'est-à-dire, si on n'a pas de serpent à dresser, le cours de flûte, il est moyen. Oui, c'est vrai, oui, c'est pas faux. Non, mais c'est vraiment très, très intéressant. Est-ce que cette approche-là, alors vous parliez de l'Espagne, évidemment, vous parliez de la Belgique, le développement à l'international, et notamment Amérique du Sud, vous l'avez dit, et puis le Portugal. Est-ce que dans des institutions comme l'éducation nationale dans d'autres pays, on a déjà pris conscience de ça et ça existe déjà ou pas? Il y a des expériences, peut-être pas en imaginologie, mais il y a des expériences. La problématique, moi, que j'ai habité La Rochelle avant de m'expatrier en Espagne, il y avait une expérimentation sur toutes les écoles de méditation pour les enfants le matin. Ça a été arrêté. Parce que en France, des fois, il y a les suspicions de dérives sectaires, etc. On se méfie. J'ai appris ça, oui. C'est un peu dommage, là. Créons des espaces d'imagination pour les enfants dans nos écoles. Ça peut être tellement simple. Non seulement ça peut être simple, ça peut être très pratique également pour déceler certains comportements et certaines attitudes. Et puis, ça peut être un soulagement aussi pour l'institutrice ou l'instituteur. Parce que justement, au travers de cette pratique de l'imaginologie, on révèle quand même une personnalité. Surtout que l'enfant, quand il est en groupe, a des qualités évidentes, je veux dire intrinsèques, qui vont faire qu'il peut travailler en groupe, en autonomie,
respecter l'autre, etc. À partir du moment où on lui donne un cadre qui va lui permettre d'être en sécurité. Et je dirais même que les enfants pourraient, je pense à des classes multiniveaux, pourraient par exemple, les plus grandes sections de maternelle, pourraient par exemple animer un petit atelier à base de pâte à modeler. Alors on va tous faire un arbre. Voilà, allez, comment il est votre arbre, etc. Et ça y est, ils sont dans l'imaginaire, ça suffira. Pas besoin d'y passer 3 heures, on va faire des temps courts. Mais on pourrait donner ces autonomies-là, plutôt que de cloisonner des carcans. Je trouve ça, et ça c'est quand même... Ce qui est fascinant, c'est la simplicité du process que l'on n'imagine pas. Parce que c'est l'observation des enfants. Ça, c'est mon métier d'instituteur et d'instituteur spécialisé. C'est d'observer. Et puis là, merci à ma maman, avec qui j'ai travaillé. J'étais enfant, je préparais les classes avec elle. Il y avait encore les maquettes selon les saisons, etc. etc. Ouais. Et de regarder les enfants faire et tout. Et c'est l'observation. Et de regarder ces petits êtres-là qui ont tout. Mais on veut tellement les mettre dans des carcans, on veut tellement qu'ils réussissent, que tiens, je te donne une tablette, tiens, je te donne un truc, etc. Ils sont paumés. Il faut les laisser découvrir. Un enfant qui hurle dans un supermarché, c'est pas parce qu'il fait un caprice, là. Parce qu'un supermarché, ça sature le cerveau. Il y a des odeurs, il y a des sons, il y a des machins, c'est grand, il y a des lumières. Il vient de se cogner une journée d'école et on l'emmène là. Bien sûr qu'il se roule par terre. Non, il faut l'emmener. Tiens, allez, l'école c'était, allez, on va faire une visite du rayon lessive. Tiens, regarde, qu'est-ce que ça sent? Ça te fait penser à quoi, ça, mon chéri? Oh, c'est comme, ferme les yeux, regarde. Ah, c'est comme des fleurs. Ah, elles sont comment ces fleurs-là? C'est tout. Oh, super. J'ai fait ma petite séance. Allez, je me casse. Et il a, de manière parcellaire, appris le rayon lessive. Puis après, je vais l'emmener voir un autre rayon, etc. Et après seulement, je pourrais l'emmener dans le supermarché dans sa totalité. Et là, il sera apte à s'amuser. Vous savez quoi? Je suis sûr qu'il y a des gens qui vont le faire, ça. Le coup de la lessive, le coup de la lessive, il y a des gens qui vont le faire. Moi, le premier. Je vais le faire. Bon, elle est adorable parce que quand elle est dans le caddie, elle ne bouge pas. Mais je vais quand même le faire parce que développer cet imaginaire de l'enfant au travers de petits détails comme ça du quotidien que l'on vit et qu'on est obligé de vivre parce qu'il faut bien aller faire les courses, je trouve ça l'olfactif, l'ancrage olfactif, c'est ce qu'il y a de plus puissant chez l'être humain. Vous savez que par exemple sur Alzheimer, l'huile essentielle de romarin, on a des résultats, mais on ne le fait pas. Ça c'est pareil, c'est une de mes autres passions. Je vais aller travailler sur la population de personnes âgées, notamment Alzheimer, avec l'imaginologie. Ouais. Bon, attention de ne pas reproduire, encore une fois, l'agenda du matin à 8h jusqu'à 23h. Merci Marc de ce rappel. Alors, j'ai une femme... Non, parce que je vous sens bien parti, là. J'ai une femme adorable qui me calme. Bon, qui vous calme. Imaginologie, un mot sur ce livre. Ce livre, il était nécessaire, je l'écrive, ça faisait 2 ans que je voulais l'écrire. Et c'est une méthode, c'est de la manière simple, comment, d'où ça vient, pourquoi, comment, avec quelques techniques. Dans la simplicité toujours, c'est un outil. C'est un outil pour nos imaginologues pour aller plus loin, mais c'est un outil pour quiconque veut se dire, tiens, comment je pourrais faire? Comprendre comment fonctionne un peu l'imaginaire, de manière simple, hein, je ne suis pas un scientifique. Hein. Et puis après, il y a des petites techniques de dire, ah ben tiens, je vais faire ça. Tiens, un petit mal de gorge, un petit truc comme ça. Tiens, ferme les yeux. Il est où ce mal de gorge? À quoi il ressemble ce mal de gorge? Ah ben c'est comme ça. C'est quoi? C'est plus une boule, c'est plus un machin, c'est plus un truc. Ah ben c'est plus une plaque. Ah, ok, comment tu l'enlèves cette plaque-là? Je sais pas, il y a des vis, il y a des lignes. Ah, il y a des vis. Il te faut un tournevis? Ouais. Ah, bah, je le dévisse, ok. Ah, tu mets où? Oh, je le jette à la poubelle. Bah, tu le jettes à la poubelle, très bien. Puis qu'est-ce que tu veux mettre à la place? Un nuage? Ah, bah, un nuage, c'est bien. Du miel? Ah, bah, du miel, c'est bien. Bah, le nuage est parti. Hein. Non, mais sérieux? C'est incroyable. Mais moi, j'ai eu un jour un médecin de l'hôpital de Poitiers qui suçait toujours une petite amende pour pouvoir parler parce qu'il a vu tous les spécialistes. Il est médecin, le gars. Hein. Il est venu me voir, c'est une séance. Hein. 15 jours après, il dit, j'ai attendu 15 jours avant de le dire, pour ça, je voulais savoir si ça marchait vraiment. Il dit, tout va bien, je ne veux plus rien. Je travaillais comme là, comme je viens de le dire. Et il y a 2-3 trucs en plus. Oui, bien sûr, non, mais bien sûr, il y a une technique. Imaginologie et imaginologue, ça c'est mon problème, je suis dyslexique. Voilà, moi je pense qu'évidemment, j'ai vraiment le sentiment que ça peut vous aider et que ce sont des petites pratiques comme ça quotidiennes qu'on peut mettre avec notre entourage, et d'abord notre famille au premier plan, et l'entreprise. Oui. Et voire même le suggérer à des collègues de travail. Et ça peut même se faire au travers du jeu, tout le temps, de l'anecdote, voilà, et de la simplicité des choses. Voilà. La visite d'un musée. Hein. Comment tu le trouves ce tableau-là? Ah, il est beau. Il est beau. Pourtant, dans ce tableau-là, il y a un truc qui pourrait être amélioré, non? Ouais, t'as raison, la petite maison là. Ah, qu'est-ce que tu mettrais toi dans cette maison? Ça y est, ça se développe. C'est presque agaçant parce que ça peut s'adapter n'importe où, n'importe quand, n'importe quel moment. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et je pense notamment au trajet des vacances quand on a les enfants dans la voiture ou qu'on galère.
comme c'est peu de le dire. Voilà, quand est-ce qu'on arrive et quand est-ce que machin. Ou alors on les colle devant un DVD si on a la chance d'avoir un truc dans la voiture. Voilà. On pourrait jouer à ça. Bien sûr, s'amuser. À l'imaginaire. Imaginaire. Comment tu peux transformer le paysage? Qu'est-ce qu'il faudrait, tiens, si on partait pas en voiture, mais comment on pourrait se transporter là-bas? À d'autres dragons, plutôt à machin, etc. Ah ouais, dragon. Ah, comment il serait ce dragon-là, dis donc? Toc, 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 toc. Incroyable. Ça part, ça part, ça part, ça part. Extraordinaire. Imaginologue, si vous voulez être formé à ces techniques, évidemment, Louken est là et toutes ses équipes, ou alors l'imaginologie que vous pouvez adapter au sein de votre entreprise, en famille, on l'a bien compris, entre amis, et faire des petites suggestions comme ça le soir au coin du feu. Si, on pourrait faire ça aussi, ça peut être un simple jeu. Hein. Mais c'est pas une thérapie ou c'est pas nécessairement... Ah, on fait surtout pas de thérapie. Non. Non. Moi, je pense que les gens ne sont pas malades, ils ont juste un tout petit problème d'accès à leur imaginaire et à leurs ressources. À partir du moment où on libère ça, ça va beaucoup mieux aller, ça va mieux se passer. Louken, merci infiniment d'être venu. Merci, Marc. Merci, c'était passionnant, c'est très intéressant et je pense que ça va faire réagir. Vous pouvez le commenter évidemment. Si vous avez envie de rentrer en contact avec Louken, vous avez l'ensemble autour de cette vidéo, des liens qui vous permettent évidemment d'en savoir un petit peu plus et puis rêver sa réalité avec cet ouvrage que vous pouvez vous procurer évidemment partout. Partout, Amazon on peut dire? Oui, Amazon. Amazon fait aussi vivre des tas de petits entrepreneurs. Voilà. C'est une vérité. Je suis un grand admirateur. C'est tout. Et voilà, il y a des choses qui se font. Voilà. Il y a évidemment tous les autres. On va citer la Fnac, on va citer Cultura, on va citer tous les endroits où vous pouvez vous procurer un ouvrage et un bon ouvrage comme celui-ci. Merci, bon retour en Espagne. Merci Marc. Où il fait bon vivre. Ah, j'ai bien compris. Bien. Bah oui, j'ai bien compris. Salut, à bientôt. Salut. On se retrouve très vite pour un prochain extrait et un prochain portrait index. Salut.